Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est Délivrez-vous qui rentre chez vous. Délivrez-vous pour célébrer le livre, pour célébrer le marché du livre. Aujourd'hui, nous allons recevoir l'un des plus grands hommes de l'édition dans ce pays. Fred Brutus est sur mon plateau. Nous allons ouvrir cette émission en grande pompe en vous présentant la biographie de Fred Brutus. Il s'appelle Michel Fred Brutus. Tout le monde le connaît sous le nom de Fred Brutus. Cet homme qui se passe de présentation, surtout dans le secteur culturel, est né le 10 janvier 1953 au Gonaïves, la cité de l'indépendance. Après ses études primaires et secondaires, Fred a eu un parcours universitaire très intéressant. De 1974 à 1978, Michel Fred Brutus a accompli des études universitaires à l'Institut national d'administration, de gestion et des hautes études internationales INAGE. Il s'est ensuite rendu à l'Institut supérieur des cadres politiques et administratifs pendant les années 1988 à 1990. Une dynamique qu'il a poursuivie au cours des années 1990 à 1994 à la faculté de droit et des sciences économiques des Gonaïves. Pour couronner le tout, il a laissé le pays en direction de la France, Paris, où il a étudié le journalisme à l'Institut national de l'audiovisuel de 1978 à 1979. Fred Brutus a eu aussi un très long parcours dans le secteur médiatique, en Haïti et à l'étranger. En 1977, il a fait ses premières armes comme journaliste à Radio Indépendance au Gonaïves. Quelques années plus tard, entre 1979 et 1982, il devient directeur de l'information à la Télévision nationale d'Haïti. De 1982 à 1984, il assure la fonction de directeur général à Radio Port-au-Prince et parallèlement correspondant à Agence Reuters. De 1982 à 1990, il a été le président-directeur général de Tout Média, une agence spécialisée dans le marketing et le lobbying. De 1984 à 1986, Fred Brutus assure la coordination générale à la Télévision nationale d'Haïti. Propriétaire et président-directeur général de Télé 13 de 1990 à 1994, président-directeur général d'Expertise Communication 2007-2009, Fred Brutus s'est taillé une place de choix dans le pays. De janvier 2010 jusqu'à aujourd'hui, il est le président-directeur général de C3 Group SA et de C3 Éditions. Le livre a toujours été une passion pour lui. Une très grande passion, ce qui le porte à diriger plusieurs publications dont Haïti Presse 1982, Haïti Pape 1983, Haïti L'Invasion 1994, Encre des dates 2009, 100% Préval 2011, les 100 premiers jours de Martelly 2011. Il admire deux grands personnages de l'histoire d'Haïti. Il s'agit de Henri Christophe et de Jean-Jacques Dessalines, des personnages qui semblent le suivre partout, même dans son bureau. Nous sommes dans les années 80, 79, 80, 81, 82. Il y a un brillant jeune homme qui occupe toute la place à la télévision en Haïti. Nous sommes dans les années 90. Il y a un monsieur qui est toujours à la radio, qui est toujours dans les espaces de représentation, qui est toujours dans le marché de l'intelligentsia, dans la circulation de la pensée. Oui, vous allez me dire, les livres sont des faits d'esprit. Oui, vous allez me dire que les livres partent d'un cerveau. Mais attention, il faut mettre le livre en boîte.
Il faut mettre le livre en papier. Il faut faire du livre un être de langage, un objet. Fred Brutus est un éditeur. Il a créé C'est Toi Édition. Ça fait 7 ans que l'aventure dure. Il est sur mon plateau pour en parler. Fred, je te représente une deuxième fois. Comment va la vie chez toi? Eh bien, moi merci d'être que vous accueillez dans bonheur là. Et ça se vérifie. En fait, l'aventure du livre à C'est Toi est une aventure commune. Ça veut dire que je ne suis que le capitaine de ce bateau. Et puis, grand pile monde. Et c'est ça que fait C'est Toi gain succès ça, gain réussite ça. Parce que C'est Toi, j'en ai en dire, c'est toi. Ça veut dire c'est vous-même. C'est toi, c'est se mettre à l'écoute de l'autre et de façon active, de façon permanente, toujours s'assurer que nous sommes dans l'un des 3 niveaux de la création. Parce que c'est toi, c'est les 3 niveaux de la création. La création au niveau de l'auteur, la création au niveau de l'éditeur que nous sommes, et en dernier lieu, le lecteur qui réussit à lire le livre, qui découvre ce bel instrument, pour répéter Emily Prophète, parce que les livres de C'est Toi, c'est un bel instrument, eh bien justement, il y a aussi une création au niveau du lecteur. Et sur la table, j'ai donc beaucoup des livres de C'est Toi Édition, Le Massacre de 1937, Littérature haïtienne 1980-2015, Yves Chemla. Les plus grands noms de la littérature haïtienne contemporaine sont hébergés chez toi. Mais pour un jeune garçon qui a 15 ans, qui ne sait pas ce que cela veut dire, un éditeur, Fred, dis-lui, qu'est-ce qu'un éditeur? Qu'est-ce qu'il fait? Exactement. Que fais-tu? Je reçois des manuscrits. C'est Toi, actuellement, à 7 ans d'existence, nous recevons environ 15 à 20 manuscrits par mois. L'on recevoir manuscrits, que ce soit par email ou bien que ce soit en dur, eh bien, il y a un comité de lecture qui a lu le texte là. Et c'est ainsi que le comité de lecture a décidé, sur les 15 à 20 manuscrits reçus mensuellement, nous avons retenu 2, nous avons retenu 3, et puis nous entrons en contact avec l'auteur là, nous invitons l'auteur là, venir dans C'est Toi. Et là, il y a 2 aspects de travail que nous faisons. Nous sommes capables de réussir à joindre un manuscrit qui est bon, mais qui gagne certaines imperfections, certaines faiblesses. Alors, comité de lecture là, certains membres travaillent avec l'auteur là, et il dit auteur là, elle travaille texte là de telle façon, fait des améliorations, fait des changements, c'est un texte intéressant. Ou bien, il y a un deuxième texte qui est parfait, ou bien en troisième lieu, il y a un texte que nous n'avons pas retenu du tout. Et c'est intervention ça, que là nous finissons retenu texte là, nous passer à un travail d'édition, nous fait des corrections, nous fait des embellissements, nous fait texte là venir un bel instrument et nous livrer texte là au public pour que au monde qui a pris un livre de C'est Toi, il joigne matière en quantité et sur le plan du fond et aussi sur le plan de la forme. Alors, Fred, tu as un autre acteur important qui intervient. Là, ce livre-là de Suzy Castor, il y a, si tu veux, une mise en forme graphique. Tout à fait. Et c'est ça dans le travail d'édition. C'est-à-dire, c'est le montage de ce livre pour en faire un bel instrument, pour me répéter à chaque fois. Et nous sommes très intéressés par cet aspect-là, que nous-mêmes nous tient à ce que nous offrions bel livre. Parce que nous sommes dans un milieu où équation en difficile, moun qui gagne kob yo pas acheter livre, moun qui envie livre envie lire yo pas gagne kob. Donc faut faire que gon attraction que livre la belle. Non seulement l'a dit bon bagay, le regardons un livre tant que le livre Suzy Castor là qui a posé le problème du massacre des Haïtiens en 1937, son bagay capital que tout jeune haïtien doit comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé en définitive? Pourquoi c'est arrivé? Un pays avec lequel nous partageons une frontière aussi importante, la République dominicaine, qui arrive à massacrer plus de 50 000 Haïtiens, dit-on, c'est très grave. Donc, il faut comprendre cette réalité pour avancer, comme ce fut là, comme l'Allemagne et la France, il y a des contentieux, mais d'abord, pour pouvoir avancer, il faut comprendre. Ouais. Alors Fred,
pour moi, tout n'est un aspect technique là. Tu es comme éditeur dans le dur devoir de trouver une identité visuelle à chaque livre. Tout à fait. Là, Gary Victor, à l'angle parallèle, là, ça fait une identité visuelle. Jean livre la présenter. Exactement. Et au gain droit, ouais, que même livre ça, l'imprime de l'autre côté, c'est pas comme ça, mon nom est inspiré pour le bail identité visuelle. Ça. Voilà. Michel Wolf Trouillot, les racines historiques de l'État du Valérien, c'est présenté de l'autre façon. Voilà. Ça, c'est un bagage incontournable que tout jeune haïtien qui se respecte doit lire ce livre, Les racines historiques de l'État du Valérien de Michel Wolf Trouillot. Et puis ce qui fait un peu l'identité des livres de C3, en dedans, page la retourner. C'est que nous avons un rabat. Voilà. Et c'est une technique que nous introduisons en Haïti. Rabat, son bagage très moderne qui permettent que livre là ait une autre beauté encore là-dedans. Et en un rabat, ou déjà capable de présenter un résumé à la fois sur le livre, tantôt sur le livre, tantôt sur l'auteur lui-même, ce qui donne déjà une idée, en plus de la 4e de couverture, ce qui donne une idée du livre qu'on a en main. Ça fait c'est toi donc que l'aventure dure. Est-ce qu'on songe, Fred Brutus, qu'il est l'idée c'est toi, vine dans tout? Mon cher, il faut me dire que c'est ma volonté de comprendre le quotidien haïtien et de faire comprendre ce quotidien aux Haïtiens pour que nous sortions dans une situation difficile que nous vivons là. Parce que le pays est pauvre, mais il n'est pas obligé un pays qui est impossible à vivre. Le pays est pauvre, mais il n'est pas obligé un pays sale. Le pays est pauvre, mais il a une belle histoire. Donc, au nom de tout ça, moi-même pensais que nous avons envie de faire un livre. L'inéditorial C3, c'est un peu ça. Faire des livres à caractère citoyen pour motiver davantage les Haïtiens à leur environnement, à ne pas abandonner. Parce que c'est bagaille qui est plus grave qui est capable de vivre un pays que citoyens ont abandonné. Ils ont choisi soit l'exil volontaire, ils ont choisi soit qu'ils n'ont pas intéressé du tout dans ce qu'a fait dans le pays. Nous-mêmes, c'est ça, nous refusé. Et nous pensons que c'est un grand mal si ça arrive. C'est ainsi que le premier livre que nous faisons, c'est 100% Préval. Le livre, ça a un caractère de présenter, faire un bilan du gouvernement du président Préval. Là, on est en quelle année? Nous sommes en 2006. 2006. Donc, nous faisons, en 2011, c'est le premier livre-là, en 2011, en mai 2011, au moment où Préval s'en va du pouvoir. Et puis, le ça nous présentait 100% Préval. C'est pour montrer quelles sont les faiblesses des dirigeants. Ceux qui vont arriver au pouvoir, nous espérons qu'ils vont lire le livre ça et ils vont dire « Ah, il y a tel bagage, il faut m'éviter ». Et nous te souhaité que le livre ça vienne créer une certaine dynamique pour que Mounio fasse mieux au pouvoir. En fait, pour ces toi, du moins dans la ligne éditoriale de la maison, il y a un engagement citoyen. Tout à fait, tout à fait. Nous pensons que dans un pays aussi pauvre, aussi maltraité sur le plan international, nous ne sommes pas capables de contenter nous que nous avons fait seulement des belles livres, que nous avons une littérature pure, parfaite, éthérée. Nous pensons qu'il faut nous faire un engagement au quotidien et qu'il faut nous faire belle littérature. Mais il faut nous parler de problèmes pays à tout. Nous pensons que ceci est fondamental. Devise c'est toi, c'est liberté, citoyenneté, littérature. Nous accordons place à la littérature. Mais citoyenneté, nous pensons que son bagage est véritablement important, qui fait besoin à un pays aussi pauvre. Alors là, tu es à Delma 31. Delma Mais 31. il y a 7 ans, est-ce que tu étais toujours à Delma 31? Non, il y a 7 ans, nous avons commencé dans un bureau très étroit à Pétionville. D'ailleurs, je me blague, je toujours aimé ça, je même qui devine où mon jour dans le bureau. Et monsieur, longtemps après, monsieur a raconté, l'ol devine où dans le bureau. Il sorti, il chita dans la machine, il était presque crié pour moi parce qu'il dit, monsieur, regardez Jean-Fred Vinchita dans un petit bureau là, il n'est pas réglant rien. Bagay ça n'a pas jamais marché. Parce qu'effectivement, il faut dire aux gens que quand j'ai commencé ces trois il y a 7 ans, au bureau à Pétionville, l'aime envie où les gens sont c'est camper mal camper dans la rue. On fait 2 mois, 3 mois, pas de monde qui rentre dans le bureau. Même t'es régulier, t'es tenace, et m'te senti que il y avait un besoin, premièrement, que y ait un bon livre de plus en plus, parce que y a pile monde qui a envie d'écrire dans le pays. Et qu'en plus, il faut nous développer l'électorat parce que c'est le seul chemin que Haïti gagne pour sortir de pauvreté. C'est comme l'être humain dans sa situation personnelle.
nous lever dans des familles pauvres, mais pour sortir dans une situation de famille pauvre, là, c'est l'école pour aller, c'est bête ou pour battre. C'est ça, c'est la même situation pour un pays. Et nous-mêmes, nous engager nous dans ça. Et c'est ainsi que c'est le moment de rendre hommage à la plupart des auteurs qui nous ont fait confiance, qui nous ont confié leurs textes. Et actuellement, nous avons les meilleures pointures, que ce soit Gary Victor, Trouillot, Soukar, Ketli Mars, et Morquette, Watson Denis, Emily Prophète, d'ailleurs, qui est invité d'honneur à Livre en Folie, qui a 3 textes à ces 3 éditions. Solessi, le désir est un visiteur silencieux, ça c'est un texte succulent que je recommande. Qui justement dans une collection, qui est les collections 8, qui est dans ces 3. Là, mon livre qui c'est collection Boyo. Tu as combien de collections? Nous avons 11 collections à ces 3 éditions. Collection Boyoa, c'est une collection consacrée aux relations haïtiano-dominicaines et nous publions aussi des auteurs étrangers, dont des dominicains progressistes qui défendent haïtiens de l'anti-haïtianisme dominicain courant qui t'encourage à rentrer dans le quotidien des Dominicains. Les collections 8 là, c'est des petits livres 8 pour le collections 8 là, c'est des collections de textes de 60 pages pour davantage, parce que dans un pays où les gens ne lisent pas, il faut leur confier des textes courts mais très intéressants pour les initier, les encourager, développer le lectorat dans ce pays. Et du domaine de la tolérance, c'est donc un livre collectif qu'Emily Prophète a dirigé. Et on parlait d'engagement citoyen, c'est quand même un livre qui fait un appel à l'écoute de l'altérité, à l'acceptation de la différence. À l'acceptation de la différence et aussi, et pas oublier son livre qui est fait dans le cadre Massimadi, et les intellectuels se sont réunis autour de Lionel Trouillot et de Emily Prophète. Emily Prophète a dirigé ce document, ce livre-là du domaine de la tolérance, pour bien montrer que, certes, ces gens-là, ils sont différents, mais il ne faut pas parler d'eux comme ces gens-là. Ce sont des gens comme vous et moi. Leur différence sexuelle ne doit pas en faire des pestiférés, des stigmatisés. Et ce livre-là a cette qualité-là de montrer comment, du domaine de la tolérance, c'est son critère important dans la démocratie et c'est un critère important dans le vivre ensemble. Et c'est quand même un risque pour ces 3 éditions que de proposer un texte qui fait un tel appel à la tolérance. Le premier de notre devise, liberté. Nous avons le courage et la liberté de publier tout texte utile à ce pays. Nous ne nous laissons pas manipuler ou bien censurer. C'est ainsi qu'actuellement, il y a un thème intéressant, c'est Petro-Caribé. Eh bien, pour Livre en Folie, nous avons 2 textes qui sortent. Le sénateur Yuri Latortue va présenter un texte qui parle de Petro-Caribé, mon combat pour la reddition de comptes. Et il y a des universitaires, c'est une démarche que nous favorisons en pile aussi. Non seulement nous fait des textes, disons, de citoyens courants qui ont droit à faire passer leurs opinions, mais aussi nous fait appel à des intellectuels, des universitaires, et il y a 4 universitaires qui proposent un texte sur Petro-Caribé. C'est un texte fondamental dirigé par Gary Olius. Et ils ont abordé Petro-Caribé avec quelle pincette, de quelle façon? En toute liberté, sans pincette, mais à un niveau académique élevé, suffisamment élevé pour montrer une autre voie. Parce que c'est facile de se tirer dans des balles aux pieds. C'est facile de s'affaiblir réciproquement. Mais qu'est-ce que ça va donner? Ce pays est devenu beaucoup plus pauvre ces 30 dernières années. Le PIB n'a pas progressé, en effet. Jamais. Or, qu'est-ce qui se passe? Il y a des lignes rouges à ne pas franchir pour un pays. Et quand vous ne respectez pas ces lignes rouges, tracées justement par la pensée académique, et c'est cette pensée académique qu'on va retrouver dans ce livre-là, Petro-Caribé, des universitaires et opinent, et ça traduit un autre courant de pensée. Et ça participe aussi de l'identité même de ces 3 éditions, que de s'atteler aux faits de réalité. Là, j'ai en main un livre sur... C'est la conjonction, c'est la collection Conjoncture. Voilà, Conjoncture. Haïti, la CARICOM et la Caraïbe. Ça, c'est un livre incontournable. Un jeune Haïtien ne peut pas vivre dans ce monde caraïbéen où nous sommes pour ne pas connaître ce qui se passe, pour ne pas connaître les relations. Et c'est un livre dirigé par le docteur Watson Denis. C'est un collectif super intéressant, mais malheureusement, super intéressant, mais non suffisamment, il n'y a pas lu assez livre ça.
Nous avons un livre aussi sur le système financier, le système bancaire, toujours dirigé par Gary Olius. Malheureusement, ce sont autant de textes fondamentaux. C'est Haïti, malade de son système financier et de sa bureaucratie fiscale. Exactement. Pour montrer comment nous sommes en train de gérer une misère au lieu d'éclater le système et d'en profiter et de faire en sorte que tout le monde en profite. J'adore le sous-titre du livre, Fred. Voici comment, au nom du fric et du fisc, banksters et politiciens prennent Haïti en otage. Il y a une préface de Jean-Robert Hérard dans ce livre. Vraiment, même pour la préface, il faut acheter ce livre. Parce que poser le problème du système bancaire dans ce pays, c'est presque une omerta. C'est presque un sujet tabou. Eh bien, nous autres, à C3, nous n'avons pas de sujet tabou. Le préjugé de couleur, il y a un texte aussi dirigé par Lionel Trouillot, La vie et ses couleurs, sur le préjugé de couleur. Le jean-claudisme, un texte aussi abordé par Lionel Trouillot et Pierre Buteau. Le jean-claudisme, tout sur le jean-claudisme pour comprendre, tout comme ce livre sur le duvalierisme en général. Donc, c'est autant de livres fondamentaux. Et avant d'arriver à cette littérature, pure littérature, dirais-je, il faut commencer par décanter et connaître les fondamentaux. Mesdames et messieurs, C3 Éditions est sur le plateau Délivrez-vous. Fred Brutus est donc là. Nous sommes en train de voir le palmarès, l'aéropage que propose C3 Éditions, le temps de votre première respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Mesdames et messieurs, vous suivez Délivrez-vous. Délivrez-vous est une émission qui parle de livres. Et aujourd'hui, sur mon plateau, je reçois un éditeur, Fred Brutus. Dans la chaîne du livre, c'est un maillon qui est d'une importance capitale. C'est ce monsieur qui permet aux livres, c'est ce monsieur qui permet aux écrivains de pénétrer vos foyers. Nous sommes en train de présenter quelques-uns des titres de C3, les titres phares, on va dire. Et là, sous mes yeux, j'ai Pour une éducation sans bâton de Maurice Jacques et Augustin Nelson. C'est l'une de mes meilleures émissions. Les gens avaient adoré cette émission où on a parlé de l'éducation des enfants, mais sans l'intervention de la rigoise, Fred. Mais j'espère qu'ils vont faire un effort pour appliquer les méthodes. Oui. Parce que les Haïtiens ont facilité, ils ont adoré, ils ont parlé de eux, mais dans la pratique, c'est 0%. Ça veut dire que pour une éducation sans bâton, c'est un livre qui vient véritablement retracer la voie de l'éducation dans ce pays. Heureusement, c'est un livre qui marche assez bien dans les écoles, les gens sont assez ouverts parce qu'on a fait plusieurs tournées dans le pays avec les deux auteurs qui ont prononcé des conférences très appréciées. Mais vous savez que dans certaines écoles, nous joignent des directeurs qui disent non, nous n'avons pas besoin de venir avec ça. Carrément. 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 C'est bâtonnement pour les mêmes non, c'est incontournable jusqu'à dans le processus d'apprentissage. Exactement. Et puis tu as, les profils des auteurs sont intéressants. Maurice Jacques, c'est pas de la petite bière. Augustin Nelson, c'est pas de la petite bière. Non, c'est deux grands... C'est deux pointures en éducation. Exactement, qui ont leur doctorat dans le domaine et qui se complètent très bien, non seulement dans le livre, mais aussi quand ils présentent leurs conférences. Mais véritablement, c'est un livre bien tombé et je souhaité que... On connaît qu'il faut que l'État fasse un effort tout pour encourager l'éducation sans bâton ça, parce que nous sommes en pleine démocratie, sans pour autant fracturer la hiérarchie qui doit exister dans les écoles. Oui. Et gratigner, voire fracturer cette hiérarchie. Mais cependant, moi, je pense que l'État est capable de faire un effort pour encourager que le livre ça ait une meilleure circulation. Parce que ce n'est pas tant les livres qui n'existent pas, c'est qu'ils n'ont pas circulé assez. Or, moi-même, de plus en plus, je dis,
et me dit dans la plupart de mes prestations, de mes conférences dans les écoles, quand je vais parler, il faut arrêter de faire des écoles juste des centres d'examen. Ça n'a pas donné. Ouais. Faut que l'école y tourne de centre d'accès au savoir réel. Exactement, des centres de réflexion. Il faut véritablement que l'école là tourne vers l'environnement pour que les gens comprennent dans quel environnement la vivent, qui ça qui est intéressant. Et peut-être ça, si les gens sont contentés li juste apprendre par cœur, li viennent réciter, li premier, li deuxième, ça ne fait pas de lui un intellectuel. Il faut que les gens lisent, et c'est peut-être ça encore une fois, m'a recommandé que le ministère de l'Éducation nationale mette en centaines de livres dans le curriculum. Les gens rentrés de première année jusqu'à nouveau secondaire 4, que une centaine de livres haïtiens sont capables de lire, li droit lire. Et les gens ont commencé à lire, la continuer à lire automatiquement pour compte li. Et là, Fred, tu mets de l'eau à mon moulin parce que j'ai littérature haïtienne, 1980-2015. Nous connaissons malheureusement dans l'enseignement de la littérature en Haïti, on s'arrête carrément à la génération de la honte. Pourtant, nous chargés écrivains ce qui est un vrai scandale. Et pour répéter Emily encore une fois, qui m'a dit, imaginons que auteur haïtien actuel, yo 10 000 fois plus bon que mon génération de la honte. Nous pas dit, nous pas contester, non, mais avoir le succès international. Oui, en termes de maturation d'écriture. Exactement. Alors, un livre comme ça, son livre qui t'a permettre, toute jeune génération actuelle, là, les grandes pointures de la littérature haïtienne, tout le monde connaît, et à la minute que vous rentrez dans un livre comme ça, qui présentait ces jeunes auteurs de 1980 à 2015, automatiquement, tout le monde a beaucoup plus le goût de la lecture pour l'entrée, à découvrir parce les que très souvent, Fred, dans la tête de nos adolescents, un écrivain, c'est un être de papier qui est mort. Exactement. Et ce livre peut participer à un changement de regard et de paradigme. Un changement de regard très intéressant et nous retrouver des résultats en ce sens. C'est peut-être ça. Moi-même, Gary Victor, Marc-Xavier et Jacques Adler Jean-Pierre, Gomban, l'autre auteur encore, qui déplaçaient en pile avec nous, qu'elle parlait avec Timounio, et ou même tout est fait là avec nous dans le Canada, ou comment Timounio t'est intéressé. L'autre a présenté quel est l'intérêt que nous avons à lire, et où t'es fait véritablement avec un grand sens d'humour, mais qui était véritablement accroché Timounio. Eh bien, c'est ça. Les Timoun ont découvert, mais Gary Victor existe bel et bien, il est là, à 2 pas de moi, je peux le toucher, Lionel Trouillot, Ketli Mars, Emily Prophète. C'est autant de choses qui sont capables de découvrir Timoun en talent, soit d'écrivain, soit de lecteur, soit d'essayiste, soit de critique. Autant de choses Et que ces jeunes se rendent compte que ces écrivains-là touchent à leur réalité. Exactement. Exactement. L'écrivain n'est pas un illuminé. Et un extraterrestre, tu comprends? Et véritablement, me penser que c'est ça qu'il faut remettre au cœur de l'éducation en Haïti. C'est un livre qui devait être présent dans les cursus. Tout à fait, moi-même. En classe de seconde rétro-philo, on aurait dû mettre ça dans le programme. Tout à fait, et ça aurait été un livre intéressant, confié aux jeunes lecteurs qui découvriraient toute la beauté, toute la richesse de la littérature haïtienne contemporaine. Et 2 mots sur l'auteur, Yves Chemla. Yves Chemla est français d'origine tunisienne, qui a un doctorat en littérature, qui est professeur dans des universités en France et qui travaille en Haïti à un certain moment, qui connaît très bien du bout des doigts la littérature haïtienne. Très bien, en effet. Ouais. Et c'est peut-être ça que je fait appel à lui, parce que ce livre-là me torturait, ça a tout tenté dans la tête. Moi, il faut nous avoir un livre comme ça, parce que c'est un gros manquement, pas un livre sur la littérature haïtienne contemporaine. J'en ai parlé à plusieurs intellectuels haïtiens, mais ils étaient un petit peu réticents parce qu'ils pensaient qu'ils allaient être accusés de partisanerie, d'impartialité, de partialité, des choses de ce genre. Et c'est pourquoi j'ai fait appel à cet étranger. D'ailleurs, C'est-Toi est une maison ouverte. Nous avons publié 10 auteurs étrangers. Nous faisons des contrats de cession de droits avec les plus grandes maisons, dont Gallimard, pour les livres de René Despestre. Nous publions beaucoup d'auteurs étrangers, que ce soit italiens. Nous venons de publier sur les sentiers de l'être un livre de métaphysique traduit par le prêtre
j'ai oublié le nom, qui parle couramment italien, qui m'a recommandé ce livre sur la métaphysique. C'est un livre qui, pour les élèves de philo, de Nouveau Secondaire 4. Et Hulder Hippolyte, le nom m'est revenu. Donc, nous sommes très ouverts parce que le monde actuel est un village. L'idée, c'est mettre le savoir, disponible dans le quotidien des jeunes Haïtiens parce que, pour me répéter, nous ne sommes pas capables pauvres pour nous sortir. Si nous voulons sortir de la pauvreté, il faut d'abord s'enrichir la tête. Et 2 mots par rapport à la 4e de couverture. L'objet de ce livre n'est pas une histoire de la littérature. Ce serait plutôt un relevé d'arpenteur et d'un ensemble mobile. Le parti pris ici est de dresser le panorama d'un moment de cette présence littéraire qui ne se confond pas avec celui d'une génération d'êtres qualifiés selon leur âge. Le parti pris ici est de prendre en charge d'abord un début, celui des premières publications dans les années 1980 jusqu'à 2010, voire parfois au-delà, indépendamment des lieux de publication. Yves Chemla, publié chez C3 Éditions, Littérature haïtienne 1980-2015. Voici le livre à lire pour connaître la littérature haïtienne contemporaine. Tu as aussi un écrivain qui n'est plus avec nous. Malheureusement, René Philoctète, c'est un livre qui m'a été gracieusement offert par son fils spirituel, Lionel Trouillot, qui m'a permis de publier ce livre. Qui a pour titre « Entre les saints des saints ». Entre les saints des saints, c'est le roman inédit de René Philoctète, qu'il n'a pas eu le temps de voir entre les mains de ses lecteurs. La famille aussi a été très positive et nous a permis de publier ce livre. Mais vous savez, un livre comme ça, c'est un livre de plus de 600 pages. Nous le publions pour la qualité intellectuelle, la qualité littéraire du livre. Mais ce n'est pas un livre qui nous permet, en tant que maison d'édition, de gagner de l'argent parce que les Haïtiens, qui déjà lisent très peu, lisent encore moins des livres aussi volumineux. Quand la pagination est importante, ça fait fuir. Alors, ça fait fuir. Mais, vu la qualité littéraire de ce texte... C'est quand même René Philoctète en même temps. C'est quand même René Philoctète et c'est un texte inédit. Alors là, on n'a nullement hésité. On a fait le livre rapidement dès qu'il nous a été proposé. Et puis au début, je vois remerciements spéciaux à Evelyne Trouillot pour la relecture et la révision du manuscrit. Exactement, parce que c'est toute la famille Trouillot qui a aidé, qui peut-être s'est intéressée à ce texte. Parce que c'était un texte inédit, René Philoctète est mort depuis longtemps. Donc, on pourrait ne jamais connaître ce texte. Donc, il faut rendre hommage à l'intérêt des Trouillot d'abord et aussi à l'acceptation de la famille qui nous a permis de publier le texte. Alors, rapidement, voici comment le tableau se présente. Le roman inédit de René Philoctète expose un Port-au-Prince de la prédictature et de la montée au pouvoir d'Aristide. Le Port-au-Prince des miséreux, des culs-de-jatte, des aveugles qui habitent sur le parvis des églises, le Port-au-Prince de la saline et des enfants qui sèment derrière les piles de fatras, le Port-au-Prince tenu par les hommes du général et celui de l'ascension du prêtre et futur président. Si Jacques Roumain dépeint la misère de Font-Rouge, c'est à celle des grandes villes que s'attaque Philoctète. La misère qui encrapule, rapetisse, abrutit. Voici donc pour planter le décor, Entre les saints des saints, roman inédit de René Philoctète. Il était aussi prémonitoire dans ce texte, à considérer le visage actuel de nos villes. Oui. Donc c'est un texte véritablement qui, en dépit de en plus de sa facture littéraire, est un texte qui dit le quotidien des Haïtiens actuellement. Une petite phrase de Philoctète, enfin, « L'homme n'est jamais seul alors que je vous parle et que vous m'écoutez ». Ça, très bien. René Philoctète, Entre les saints des saints, C3 Éditions, un livre à lire. Tu as une collection qui s'appelle Textes retrouvés. Alors, cette collection est agréablement dirigée par Michel Sokar, qui, en 3 ans, a publié 25 titres. Quand même, c'est du grand travail. Un travail terrible. Il s'y met avec une ardeur, une régularité, une ténacité. Heureusement aussi, il est très souvent appuyé par des mécènes, parce que si rares sont-ils, mais ils existent quand même. Et je profite de l'occasion pour rendre hommage à ces mécènes qui permettent à Michel Sokar de publier à C3 Éditions ces textes retrouvés qui sont d'une actualité extraordinaire. Ça veut dire que c'est des textes qui remontent à plusieurs années et pourtant, ce sont des textes qui, par exemple, si on lit le texte de Placide David, L'héritage colonial en Haïti. C'est un texte qui peut nous outiller pour comprendre le présent.
Tout à fait. Et c'est un texte, comme dit très souvent Michel Socard, que tout Haïtien doit lire pour comprendre les tares de chacun de nous. L'héritage colonial en Haïti de Placide David devait être... Il y a de ces textes-là que dans un pays, depuis on entré à l'école, il faut qu'on texte ça. Eh bien, ce texte de Placide David, c'est ce genre de texte. Et puis c'est un texte quand même qui est le résultat de 30 ans de travail. Oui, parce que c'est un travail de fourmi que l'on fait pour bien comprendre, pour bien percer l'âme haïtienne, pour bien comprendre cet héritage colonial dont il parle. Donc, je pensais que, encore une fois, son texte qui doit rentrer parmi les 100 livres que je toujours recommandé que l'élève haïtien doit lire au terme de son cursus Ouais, et là, beaucoup d'éléments sont touchés. Il a parlé de Toussaint, des formes de gouvernement, des traditions politiques, des traditions sociales. C'est voir, mais jusqu'où le colon est toujours parmi nous. Il est omniprésent et influence presque chacun de nos textes, de nos gestes, jusqu'à présent. Et tant qu'on n'aura pas fait ce diagnostic pour sortir de cet héritage colonial, eh bien, nous allons continuer à emprunter cette même voie déficitaire, voire cette voie qui nous mène à l'impasse. Alors malheureusement, on n'a pas les 25 autres titres de la collection Textes retrouvés, mais est-ce que tu as en mémoire, Fred, quelques-uns des autres titres? Il y a un titre de Sténio Vincent, Le glissement de la nation. Il y a plein de titres de Frédéric Marcelin. Il y a aussi des titres de Dr Pamphile qui vient de traduire les lettres de Toussaint Louverture au président américain et aussi à l'ambassadeur, pas à l'ambassadeur, mais à celui qui jouait ce rôle à l'époque. Et c'est un livre que j'aime donner en exemple, sous Toussaint Louverture. Avant l'indépendance de ce pays, Toussaint a eu le même comportement que les hommes politiques depuis Toussaint jusqu'à aujourd'hui. À savoir, pour arriver au pouvoir, il faut faire appel aux Blancs. Il faut dire aux Blancs, nous allons, si vous nous permettez d'arriver au pouvoir, nous allons vous donner toutes les ressources du pays. Et deuxièmement, donnez-nous des armes, parce que nous avons des opposants, nous devons les tuer. Toussaint texto a écrit ça. Toussaint Louverture. Hein, Toussaint Louverture a écrit ça texto face à Rigaud. Il a dénoncé Rigaud aux étrangers. Il a proposé toutes les ressources du pays aux étrangers. Envoyez-moi des armes, parce que je dois combattre Rigaud, je dois avoir le pouvoir, et après, je serai votre valet. Est-ce que ça ne rentrait pas dans les stratégies de manipulation de Toussaint? Pensait-il vraiment être le valet de ce grand système colonial? Moi, je pense que Toussaint parlait vrai et que c'était sa nature. D'ailleurs, moi, comme je le dis souvent, la plupart des historiens ne sont pas d'accord avec moi, dont certains de mes amis. Si Toussaint était continué, nous tapons Martinique ou Guadeloupe. Nous n'avons pas d'indépendance. Donc moi-même, je pensais que Toussaint disait vrai. D'ailleurs, il était fier d'être un général français. Il s'assumait très bien en tant que tel. D'ailleurs, c'est ce qui explique aussi son départ pour le Fort de Joux. C'est en tant que général français. Et à chaque fois qu'on a essayé de le rapatrier en tant que général haïtien, les Français ont toujours dit non, il est mort en tant que général français. Donc, ce livre du docteur Pamphile, Les relations haïtiano-américaines, et d'ailleurs, Dr Pamphile, dans son introduction, dans sa préface, le dit clairement, de Toussaint Louverture à Michel-Joseph Martelly, la prise de pouvoir, les méthodes de prise de pouvoir en Haïti n'ont nullement changé. Attends, jusqu'à Martelly. Jusqu'à Martelly. Et il le dit dans sa préface. Et donne-nous encore la méthode 1. La méthode, c'est que ce sont les étrangers qui confirment. Bon, c'est vous qui venez de gagner le pouvoir, parce que ce sont les étrangers qui manipulent et qui décident de qui est le vainqueur. Donc les ambassades occidentales. Exactement. Donc il fait la machine. Il fait le parallèle et il le dit. Voici ce que Toussaint Louverture l'avait fait. Et n'oublions pas que ce sont les étrangers qui avaient confirmé que Martelly, qui n'était même pas au second tour, lui, il doit aller au second tour. Lui, il a gagné les élections. Donc, il a fait le parallèle très clair dans ce livre. Et deuxièmement, il le dit clairement, les Haïtiens pour arriver au pouvoir, deuxième argument, donnez-moi des armes, je dois tuer les opposants, je dois les faire disparaître, et comme ça, le pays, je serai le seul maître et je serai votre valet. Et je vous donne tout ce qui est prenable. Et je vous donne tout ce qui est prenable, même tout ce qui n'est pas prenable. Et je pense que ce parallèle
est intéressant. De Toussaint Louverture. Mais venant de Toussaint, ça surprend parce que Toussaint, il est encensé dans toute l'histoire d'Haïti. Mais Toussaint est encensé pour une raison simple. Parce qu'il n'est pas véritablement, il n'a jamais fait la politique d'une Haïti indépendante. C'est pourquoi les étrangers... Alors que Dessalines est diabolisé. Eh bien, c'est surtout ça. Parce que Dessalines a fait un choix haïtien. Ceux-là qui honorent Toussaint se retrouvent très bien dans ce Toussaint-là, qui avait accepté la prépondérance, la prédominance des Blancs, qui travaillaient pour eux et qui se mettaient à leur service. Maintenant, Fred, et si un Haïtien taquin te dit, mais quand nous regardons la Martinique et la Guadeloupe, ce qu'ils ont comme niveau de vie, eh ben, Haïti serait mieux comme ça. Ça, à chacun son choix. Déjà dans la fable, les deux chiens qui avaient l'un le collier, l'autre était maigre. Et celui qui avait le collier, qui mangeait 3 fois par jour, il avait dit à l'autre chien qui était maigre, « Ah, allons chez mon maître, on donne à manger 3 fois par jour. » Et il a dit à l'autre, « Mais qu'est-ce que vous avez au cou là ?»« Ah non, c'est pour le collier, parce qu'on m'attache. »« Ah non, je préfère ma liberté. » Moi, j'ai une autre version. On n'est pas obligé d'être pauvre parce qu'on est libre. On peut être à la fois libre et ne pas être pauvre. Mais il faut s'y mettre. Est-ce que tu peux nous rappeler le titre de ce livre, comme ça les gens pourront... Les relations haïtiano-américaines, la traduction des lettres de Toussaint Louverture et aussi la traduction des lettres de Stevenson, qui était le représentant américain en Haïti et qui était le coursier de Toussaint Louverture, le facteur de Toussaint Louverture, qui passait les lettres de Toussaint Louverture au président américain de l'époque. Et là, le principe de la collection Textes retrouvés, c'est de remettre en circulation des textes qui ont presque disparu. Des textes qui ont disparu, mais qui sont d'une actualité extraordinaire et qui, surtout, nous montrent comment nous toujours l'aide. Pour nous arrêter, on l'est pour nous dire « en bouquet l'aide ». Oui, voilà. Placide David, l'héritage colonial en Haïti, collection Textes retrouvés, C3 édition. Nous sommes en train de visiter les chambres intérieures de C3. Mesdames et messieurs, ça se passe sur la télé Caraïbe. C'est Délivrez-vous, le temps de votre deuxième respiration à cette émission. Si des gens écrivent, c'est parce que le monde est un acte de langage. La langue humaine est un outil de signifiance, de délivrance. Écrire, c'est dire. Dire, c'est soumettre la vie aux possibilités de l'intelligence. C'est faire du réel un lieu connu et fragile. La lecture est cette expérience qui nous permet de plier l'univers pour le mettre dans notre poche. Mesdames et messieurs, c'est à partir du mot qu'on fait de la réalité un fait d'esprit. C'est à partir du verbe que la vie devient une denrée émotionnelle. Sur ces entrefaites, la télévision Caraïbe a le plaisir de vous présenter Délivrez-vous, une émission du livre, une émission pour le livre, une émission par le livre. Allez, il y aura assez de bonheur pour tout le monde. Délivrez-vous, délivrez-vous. Boulevard Jean-Jacques Dessalines, boulevard Pied-les-Pieds, boulevard Marché Pressé, boulevard Foumi Fou, boulevard Diable mélangé avec bon masse. Mais dans le monde c'est l'espérance, tout le monde c'est diable, tout le monde c'est bon masse. Ça dépend de sous qui pied yo levé. Chaque monde grandit avec une jambe qui plus longue passer l'autre. Une pour courir, une pour traîner. Agacer l'espérance que C3 éditions ont publié, c'est donc un roman en créole de un plus bon écrivain haïtien qui vivant nous gagne là que Lionel Trouillot. Le premier roman en créole haïtien. Le premier roman en créole haïtien de Lionel Trouillot. C'est important de le préciser. Hein? Oui. C'est une plus belle plume nous dans le pays. Ah là. oui, c'est sûr. Monsieur. Donc c'est toi pas un complexe linguistique. Non, nous publié 8 textes en créole. Malheureusement, ça ne suffit pas. Nous avons aimé publier plus. Mais c'est déjà un bon début. Nous pas publier juste pour publier créole. Il faut aussi la qualité du texte. Mais c'est toi, important. Nous avons un primeur publié premier roman en créole, un gros écrivain. Bon, faut me dire, Lionel Trouillot, son nègre qui véritablement a aidé C3, fait C3 en pile confiance. Et c'est ainsi que l'été confié nous, premier roman créole, ça, que nous avons publié avec un pile plaisir. Nous avons l'autre moment créole qui est intéressant tout, c'est de Mélissa Béralus, oui, à l'arrivée la vie. Son très bon texte. Nous avons Tigri de Jacques Adler Jean-Pierre. Nous avons Petit Prince Lan, le Petit Prince que Gary Victor traduit en créole. Très souvent, je voyage avec Gary Victor en province et tout le temps, je pose la question, Gary Victor, qui l'a écrit un roman en créole? Moi, très souvent, je suis un petit gens agacé parce que je monsieur
Je me dit, mais pourquoi cette obligation? Pourquoi cette obligation? Comprendre? Même penser qu'il y travaille, ça ne doit pas être facile. Hein? Oui, non, du tout, pas du tout. En plus, le monde a pensé le fait que on ne connaît pas les créoles, ça fait qu'automatiquement, en tout cas, qu'on écrit en créole. Exactement. Donc, mais nous-mêmes, nous avons 8 textes en créole et nous encourageons, d'ailleurs, nous avons des clins d'œil que nous avons fait avec l'Académie créole là. Que nous encourager pour nous si nous sommes capables de recevoir quelques bons textes pour nous être capables de publier parce que engagement c'est toi, il n'est pas capable l'autre que son engagement aussi pour la langue créole qui c'est la langue de tous les Haïtiens, la langue qui nous unit, la langue qui fait de nous ce que nous sommes. Donc c'est normal, mais malheureusement nous n'avons publié jusqu'à date que 8 textes en créole. Agacé, l'espérance, le premier roman en créole de l'écrivain haïtien Lionel Trouillot. Ça fait bizarre que je présente en français. Mais Napo dit ça en créole. Oui. Donc, on gagne tout texte universitaire qui est très pointu. Là, on gagne même un texte de Fritz d'Orvilliers. Sous la direction de Fritz d'Orvilliers, la crise de l'université, parce que j'en ai dit tout à l'heure, et nous intéressés pour que les grandes questions, nous gagnent des textes de référence pour eux. Que ce soit le système bancaire que Gary Olius publie là, nous, parce que les relations entre les banques et les Haïtiens sont relations très difficiles. Banques yo travaillent dans omerta, yo doit prendre n'importe quelle décision sous contour. Pardon, yo bon très peu d'explications. Nous-mêmes nous voulons que sujet fondamental ça yo Haïtiens comprennent yo. Le préjugé de couleur nous fait texte sous lit, nous fait texte sur relations haïtiano-dominicaines et c'est ainsi que les crise dans l'université m'aborder d'Orvilliers, me dit comme ça, me font livre pour comprendre, pour que les Haïtiens comprennent comment on outils aussi important, l'université, qui est capable de permettre si moun sa yo, qui c'est pour la plupart des enfants de familles modestes, voire de familles à grande précarité, et qu'il y a contesté le fonctionnement universitaire. Qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est le lieu qui est capable de permettre de transformer vie. Et puis, en parlant de ça, mais très rapidement, je dis pour nous faire émission, ça a été un pile retard. Parce que Matis semble bloqué, parce que étudiants qui dans ces faits estimaient que conditions de travail pas bon. Eh bien, c'est ça le drame. Comment faire comprendre à des jeunes, il faut contester, mais on n'est pas capable d'écraser ça qui permet d'avancer. C'est difficile, mais c'est le combat aussi de ces trois. Et c'est ainsi que d'Orvilliers était joueur avec nous. Il était invité de l'autre étudiant. Il était choisi les meilleurs étudiants que le connaît en tant que professeur à l'université. Et puis la plupart des étudiants ont fait des textes. Et c'est pour ça que les mettait sous-titre là une réflexivité estudiantine sur ce problème de l'université en Haïti. Et son texte intéressant, malheureusement aussi, qui est très peu circulé, alors que son texte qui gagne un pile point de vue, un pile diagnostic là-dedans, et voir des solutions. Mais malheureusement, comme disait mon ami Michel Soka, sous besoin haïtien, pas qu'on en bagaille, mettez le nom livre. Les principaux contributeurs étant Amos Louis, David Jean, Fritz d'Orvilliers, James Inger, Jeff Destinville, Jefferson Jeune, Hugues Allens Jean-Baptiste, Milcar Jeff Dorsey, livre la crise de l'université haïtienne, une réflexivité estudiantine. Son livre, son outil qui a permis tout haïtien pour te reprendre Fred, comprendre ce qui a passé en dedans l'université. Et surtout, nous avons fait mémoire sur l'université, son livre vraiment incontournable pour comprendre ce qui a passé en dedans l'université. Pour qui ça? Pourquoi cette autoflagellation, cette autodestruction? Pour qui ça, en principe, nous ne sommes pas capables de faire la part des choses? Certes, il faut mettre en cause, mais il ne faut pas détruire. Et c'est toi fait de réédition tout. À Langue des rues parallèles, son roman, les premières fois, peut-être 13 ou 14 ans. Oui, c'est un ancien roman, mais qui a un succès fou, qui demeure d'actualité. Et son roman, disons que, au pas capable gagner. Ouais. Mais Fred, c'est mon livre préféré de Gary Victor. Ah oui. Même Gary Victor, en pile, Gary Victor est bon ami, mais pour moi-même, Gary Victor, c'est l'homme qui a fait à Langue des rues parallèles. J'ai rencontré dernièrement Amir Ballet, une avocate, Esther Jean-Baptiste, qui lit tout le livre Gary Victor. Et il dit tout même bagage. Il dit il pensait que Gary Victor pas qu'à refait un livre tant qu'à Langue des rues parallèles. À un moment dans ce roman, Fred, il y a des mouches qui envahissent les rues de Port-au-Prince. Exactement. Les écritures s'inversent, les miroirs refusent de refléter les portraits. C'est un roman fou.
Le personnage principal pisse sur le visage du président de la République. Là, j'ai adoré. En principe, je ne sais pas qu'on sauter la fête au bouc. Oui, de Mario Vargas Llosa. Exactement. On vit trépidante dans la fête au bouc qu'on dirait qu'on peut retrouver aussi dans la langue des rues parallèles. L'histoire n'arrête jamais. Ouais. Ça continue, ça continue. Chaque fois qu'on prend nous pour on souffle, ça redémarre. Donc effectivement, c'est l'un des livres que nous rééditons à C3, mais au pas foutu, pas un livre ça. Oui, oui. Parce que c'est un livre qui est toujours demandé à un rythme régulier. La 4e de couverture, nous sommes en Haïti, à Port-au-Prince, en pleine dérive anarcho-populiste. L'élu, qui contrôle les organisations populaires, veut le pouvoir absolu pour établir un nouvel ordre des choses. Mais tout, bien sûr, n'est que mensonge et manipulation. Dans cette folie nourrie de misère et de mythes, Éric, mis à pied dans le cadre des programmes d'ajustement structurel, décide d'éliminer ceux qu'il croit être responsables de sa déchéance. Mais parallèlement à sa course, fille de tueurs psychopathes, les miroirs deviennent aveugles. L'écriture s'inverse. Une statue, j'ai adoré cette séquence. Le petit Saint-Pierre court les rues, parce que quand on était petit Saint-Pierre, monsieur Tchéké prostitué. Exactement. Et il a voulu avoir les services de la pute sans la rémunérer. C'est un roman magnifique. Et élu qui rêve du nouvel haïtien fait assassiner Dieu. C'est un personnage magnifique qui s'appelle Dieu dans ce roman, qui va mourir. Hein. C'est pas le Dieu des chrétiens. Tout dis-nous ça tout de suite pour ne pas fâcher. C'est un sacrilège. Voilà. Du polar à l'anticipation, pied de nez au réalisme merveilleux, à l'angle des rues parallèles est à ce jour le récit le plus violent, le plus subversif et aussi le plus inquiétant de la littérature haïtienne. Et tout ça se passe, mesdames et messieurs, chez C3 Éditions. Et je vais faire compléter un peu. Un sujet aussi brûlant tel que le populisme, qui explique en partie la déchéance actuelle de ce pays, non seulement nous traiter dans C3 dans la littérature, que ce soit à l'angle des rues parallèles ou dans d'autres textes, mais nous traiter le tout avec des textes sérieux tels que celui de Marc-Fel Morquette, qui a fait un excellent livre, paru récemment à C3 Éditions. J'ai reçu à cette émission. Exactement, sur le populisme. Donc ça veut dire qu'on a les deux facettes de même sujet. Vous voulez aborder ce sujet par la littérature, vous à lisez à l'angle des rues parallèles. Vous voulez l'approche académique, didactique, vous lisez le texte de Marc-Fel Morquette. C'est un peu sur ces deux béquilles que nous marchons. Anthologie de textes philosophiques haïtiens. Et là, tu as eu la collaboration de notre meilleur philosophe, encore vivant, Yves Dorestal. Yves Dorestal, docteur en philosophie, son monde rencontré Verrette. Non, Verrette à la découverte du livre. Généralement, j'ai toujours fait de belles rencontres à Verrette. Vikens peut en témoigner. Et c'est ainsi que j'ai rencontré le professeur Dorestal et m'a encouragé pour le publier le livre. Il a mis du temps, il était sceptique, comprendre parce que c'est des gens qui sont marqués par, quand ils ont toujours un petit gens écartés. Ouais. Nous-mêmes, C3, c'est l'ouverture vers l'autre. Et c'est ainsi que, une fois en confiance, les publié en premier livre sur Jacques Roumain, le communiste, les publié en deuxième livre, et ça, les publié en livre sur philosophie, parce qu'en Haïti, on a eu des congrès internationaux de philosophie. Et les grands philosophes internationaux y étaient, ou bien ont envoyé des lettres d'excuses pour ne pas pouvoir y être. Ça veut dire pays a été qu'on fait belle bagaille. Et l'homme discutait ça avec le professeur Dorestal. Il me dit, mais faites-nous connaître la pensée des philosophes haïtiens. Faites-nous connaître ces philosophes. Et c'est ainsi que dans ce livre, Anthologie des textes philosophiques haïtiens, il a présenté sous 3 critères la pensée philosophique haïtienne. D'ailleurs, dans le cadre des 7 ans de C3 Éditions, le 24, au restaurant Entre Nous, il présentera une conférence autour de ce livre sur la pensée philosophique haïtienne. Le 24 mai. Le 24 mai, le jeudi prochain, le 24 mai, au restaurant Entre Nous, à partir de 10h30, parce que nous avons fêté de 10h30 jusqu'à 3h, nous avons rendu hommage, nous avons présenté collaborateurs, nous avons fait une fête pour les 7 ans. Alors, Entre Nous, c'est quelle adresse comme Entre Nous, c'est Delma 79, le restaurant de mon ami Ménard.
Et c'est ainsi que nous allons présenter une conférence autour de la pensée philosophique haïtienne. Avec des éléments mais intéressants que tout le monde a de maîtriser. Le marxisme haïtien, par exemple. Exactement, parce qu'il y a véritablement une banque de données sur la pensée philosophique, mais qui est très peu connue. D'ailleurs, même dans nos classes de philosophie, ce sont des textes qui ne sont pas discutés. Parler d'une philosophie de la négritude, voir comment les Haïtiens ont vu ça, le personnalisme haïtien, c'est définitivement un livre à lire. Anthologie de textes philosophiques haïtiens sous la direction de Yves Doristal chez C'est-Toi Éditions qui fête ses 7 ans. Et Yves Doristal va publier un autre texte intéressant à C'est-Toi Éditions sur Anténor Firmin. Anténor Firmin, le philosophe, le libéral, le politique, qui va paraître bientôt à C'est-Toi Éditions. C'est vrai qu'Anténor Firmin, c'est le dada de Yves. Oui, il adore Yves Doristal. Il adore Firmin. Donc, dis-nous, quelles sont les principales activités? Les principales activités, nous autres, chaque année, nous pas fêter un jour dans le mois de mai. Parce que le mois de mai, c'est le mois des fleurs, c'est le mois des mers. Des mers surtout. C'est peut-être ça nous retenu moi ça. C'est aussi parce que le premier livre de C'est-Toi, 100% Préval, a été publié en mai 2011. Mais son mai, un mois de création. Et c'est peut-être ça nous retenu. Tous les jeudis, pendant le mois de mai, on a fait des activités et nous lancer 3 grands bagailles. Nous lancer le grand prix de la fiction des 10 départements. Que C'est-Toi lancé là. Que C'est-Toi lancé là et que n'a pas pris en mai 2019. Le prix va s'échelonner et sera annoncé en mai 2019. Nous allons établir tous les critères qui seront connus du grand public et nous allons partir à la découverte de ces plumes rares dans nos villes de province, dans les contrées les plus reculées, pour faire connaître ces gens-là. Donc sur les 10 départements, on n'a qu'à proposer nos textes. On n'a qu'à proposer textes. Et nous avons lancé aussi du même coup le Grand Prix de la poésie qui sera dirigé par Marc Xavier des 10 départements. Nous avons aussi lancé la collection Cupidon parce que pour les jeunes qui veulent parler d'amour, mais sans pornographie, avec quand même candeur, mais avec toute la beauté du dire. Ça promet cette collection. Ah oui. De jeunes plumes qui parlent d'amour. La collection Cupidon. Donc c'est ainsi que nous avons lancé ces choses. Mais aussi, tu as une activité dans les prisons aussi, si j'ai bien justement, compris. pour les 7 ans de C'est-Toi, C'est-Toi pas seulement livre. Le livre très souvent est un prétexte pour permettre la rencontre, pour permettre de débattre de questions fondamentales. C'est ainsi que nous avons aussi lancé pour les 7 ans de C'est-Toi une activité dans les prisons. Nous allons faire des conférences dans les prisons, nous allons offrir des livres, nous allons discuter de livres avec des prisonniers parce que eux aussi, ils ont droit à cette beauté qu'est le livre au quotidien de chacun de nous. Vous allez rester pendant combien de temps au sein de la prison? On ne sait pas encore comment. Nous sommes en train de discuter de la logistique avec les responsables, mais nous lançons aussi l'invitation si certaines institutions veulent nous encourager, parce que nous faisons ces choses-là avec nos propres moyens, mais nous souhaitons être accompagnés. Et le ministère de la Justice peut t'accompagner sur un sujet comme ça. J'espère qu'il est assez intéressé et il est bienvenu d'avance. Je suis assez proche du ministre de la Justice. Je vais pour lui en dire un passer le petit message. mot. Eh bien, merci mon cher. Il est toujours bien de partager ce bonheur chez D'Angelo parce que le bonheur est à la fois spirituel, mais aussi il est dans les fêtes et dans les dires. Ça veut dire que bien content que vous avez fait intervention. Oui, ma mission Timo. Mais est-ce que tu es content de C'est-Toi Éditions? 7 ans après, Fred. Quand tu regardes ce que tu as réalisé, quel est ton état d'esprit? Travailler, continuer à travailler pour avancer. Parce que nous ne faisons pas une maison juste pour faire un peu d'argent ou bien pour faire connaître des livres. Notre ambition, c'est de provoquer une réflexion pour que des réflexes nouveaux émergent, pour que le monde plus croit dans le pays. Et nous-mêmes, nous faisons des gestes en ce sens. Par exemple, les employés de C'est-Toi Éditions sont associés à l'aventure C'est-Toi. Publiés dans le Moniteur, ils détiennent des actions. Ce n'est pas dans la bouche que nous m'envie de changer dans le pays. Les professeurs qui publient des livres, des manuels scolaires en 3 ans, nous avons publié 66 manuels scolaires.
Ils sont des partenaires à part entière. Les auteurs, ils ont un rapport de vente dans la plus grande transparence parce que sans eux, nous ne pouvons rien faire. C'est vrai que qu'on a un problème ça avec de l'autre éditeur. Oui, le livre a été vendu sur 1 an, sur 2 ans, mais après, les royalties des auteurs... Nous faisons un devoir et un plaisir de donner des rapports 2 à 3 fois l'an à nos auteurs. Et moi, le bon bagage, même un auteur qui mourit, qui est Alexandre, Michelet Divers, Claude Grandpierre, leurs descendants, c'est nous-mêmes qui relayons pour nous dire que nous venons de faire les comptes, vous avez de l'argent, vous avez un chèque, assieds-toi. Parce que si nous n'établissons pas ce rapport de confiance, nous ne pas croire en nous, et c'est ce rapport de confiance qui manque beaucoup à ce pays. Ce rapport de confiance. Mais sur ces 7 ans, quelle est ta seule déception? Je n'ai pas beaucoup de déception parce que je ne m'attends pas à grand-chose de gens. Nous sommes des qui travaillent en pile et motiver les gens pour qu'ils rentrent dans le besoin de travailler ça. Donc je ne m'arrête pas à des déceptions. Et quelle est ta plus grande réussite? Ma plus grande réussite, c'est de faire que dans 100 ans, ces toi existent et qu'il n'a toujours une maison d'édition au service de ce pays. Merci Fred Brutus. Merci beaucoup. Ce fut un grand plaisir de t'avoir sur ce plateau. C'est pour mes 2 ans d'émission. C'est le premier éditeur que je reçois sur ce plateau. Je suis vraiment tout honoré de recevoir une jeune maison qui propose le savoir, la littérature, la liberté et la citoyenneté. Merci au staff technique de la télévision qui me permet de débarquer chez vous de temps en temps. Merci à l'organisation de votre écoute. Merci pour votre présence, pour continuer à charbonner votre intelligence avec nous. Dans le monde, il doit y avoir 2 êtres, des livres et vous. Gardons le bonheur.